Ici, Moscou. Un jalon prometteur a été opéré le 5 avril 2013 sur le feuille de route pour la normalisation de la situation au Mali après une puissante crise militaro-politique de 18 mois. Il s'agit de la décision du Mouvement national de libération de l'Azawad d'enterrer la hache de guerre. Nous avons unilatéralement arrêté les hostilités armées, nous respectons l'intégrité territoriale du Mali, a déclaré Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, l'un des leaders du mouvement cité par notre observateur. Il a réaffirmé en outre la disposition des Touaregs au pourparlers politique avec les autorités centrales à Bamako. L'accord sur le cessez-le-feu dans la province rebelle Kidal, dans le nord-est du pays, habité essentiellement par les Touaregs, a été signé le 18 juin à Ouagadougou, capitale burkinabé, en présence des hauts représentants des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'ONU, de France, de l'UA et de l'UE, de la mission militaire africaine MISMA déployée au Mali. Les deux tours des présidentielles et l'élection du nouveau leader de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, qui ont eu lieu par la suite, ont raffermi la reprise du régime constitutionnel dans le pays. Tout porte à croire, cependant, qu'il reste des obstacles sérieux dans cette voie. Cela concerne les problèmes liés aux Touaregs dans la province Kidal, aux groupes djihadistes ayant repris leur activité dans le nord du Mali. L'attaché de presse du MNLA, Moussa Ag Acharatoumane, responsable des droits de l'homme, a dit à ce sujet dans une interview téléphonique à Igor Yezon. La situation à Kidal et dans le reste de l'Azawad est extrêmement tendue. Même à l'heure où je vous parle, il y a juste 30 minutes, il vient d'avoir une explosion à Kidal parce qu'il y a une voiture qui a marché sur une mine qui était posée à l'aéroport et suite à cette mine-là, les deux personnes qui étaient à bord du véhicule ont été blessées. Ils appartiennent à MDM, Médecins du Monde. La situation à Kidal est extrêmement tendue et dans le nord du Mali encore plus pire puisqu'aujourd'hui on assiste malheureusement à un retour progressif et très accentué de groupes terroristes qui sont en train de revenir un peu partout dans le nord-est de cette région, c'est-à-dire au nord de Kidal et tout au nord de Tombouctou, à la frontière avec la Mauritanie, l'Algérie et le Polisario. Et on assiste même à un retour massif de pick-up de ces terroristes. Et on constate aussi malheureusement une absence totale d'action contre ces groupes, puisque les forces internationales qui sont là, que ce soit la force Serval ou la MINUSMA, la force des Nations Unies, ne posent pas assez d'action pour éradiquer ces groupes djihadistes. Et politiquement aussi, malheureusement, la situation n'évolue pas du tout, puisque le Mali, depuis qu'il a bénéficié des élections présidentielles qui sont tenues et qu'il a un gouvernement légitime, malheureusement, il est en train de faire la sourde oreille et ne veut pas prendre le bras tendu des mouvements azawadiens pour pouvoir discuter sur la question politique qui nous oppose à eux. Et en plus de ça aussi, aujourd'hui, les populations sont victimes de ces djihadistes de l'armée malienne. Quelques jours, il y a une trentaine de civils qui ont été victimes du Moujao tout au long de la région de Gao. Et face à toutes ces actions de torture et de massacres contre la population, malheureusement, la communauté internationale se montre négligente par rapport au sort de ces populations. Et les forces internationales qui sont là, au lieu de sécuriser ces populations, malheureusement, ne bougent pas d'un iota. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont laissés à la merci de tout genre de problèmes. Donc, cette situation explique largement, en réalité, qu'au Mali, rien ne va. Donc, il n'y a pas d'accord entre vous, les Touaregs et le Bamako? Il n'y a aucun accord. Pire encore, c'est que le Mali est en train aujourd'hui de revenir à ses méthodes habituelles, c'est-à-dire à d'abord refuser le dialogue avec les mouvements azawadiens et aussi essayer, c'est-à-dire de passer par des méthodes de corruption pour intégrer certains gens dans ces rangs, en faisant croire aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de problème au nord du Mali et que le Mali est un pays désormais souverain, qui a un gouvernement légitime. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour régler ses problèmes internes. Et malheureusement, l'armée malienne aussi continue à s'en prendre à des populations et à des arrestations. Et tout cela, malheureusement, passe sous silence. Et l'accord politique que tout le monde attend, que ce soit la communauté internationale ou le mouvement azawadi ou nos populations, malheureusement, tarde à venir. Et plus l'accord politique tarde à venir, plus la situation se dégrade. Et plus la situation se dégrade, plus la population en souffre, le problème devient difficilement résolvable. Et malheureusement, c'est le contexte actuel qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans l'Azawad. Je sais que cette région a visité par la délégation du Conseil de sécurité en cherchant les solutions des problèmes de réconciliation. On a parlé beaucoup le roi du Maroc, Mohamed VI, au cours de son visite récente au Bamako.
Donc la communauté internationale essaie vous s'approcher, vous les Touaregs et les autres Maliens. Bon, effectivement, le Conseil de sécurité, à travers certains ambassadeurs qui siègent au Conseil de sécurité, effectivement, venir visiter le Mali pour s'acquérir la situation que vit ce pays. Mais malheureusement, il faudra quand même reconnaître que ces ambassadeurs, malheureusement, se sont limités au sud du Mali. C'est-à-dire ils sont juste venus à Bamako et ils se sont limités au sud du Mali. Ils ne sont pas allés au-delà. Normalement, ils devraient aussi aller au nord pour rencontrer la population touareg, pour rencontrer la population autochtone azawadienne qui vivent très loin de la capitale pour s'acquérir des problèmes. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, ce Conseil de sécurité, effectivement, quand ils sont venus au Mali, ils ont demandé à ce que le dialogue soit ouvert. Ils ont demandé à ce que les pourparlers reprennent. Ils ont demandé à ce qu'une feuille de route soit mise en place pour justement fixer les modalités de négociation, les lieux et les dates. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suivi par rapport à cette rencontre-là. Et donc, ça n'a pas en réalité donné grand-chose, puisque le Mali campe sur sa position de refus de négocier aujourd'hui avec le mouvement azawadiens. Et la deuxième chose, effectivement, le Maroc est en train de se mobiliser, au même titre que tous les pays, je pense, de la sous-région, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Niger, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Burkina ou le Maroc. Tous ces pays aujourd'hui sont en train de se mobiliser pour justement essayer d'apporter une touche qui puisse faciliter la résolution de ce problème-là. Effectivement, le roi du Maroc a réussi, il n'y a pas très très longtemps, le secrétaire général du MNLA à Rabat, pour justement discuter, c'est-à-dire de l'avenir du Mali en général et de l'avenir du peuple touareg, de l'Azawad, des Arabes, des Soraï, des Pels en particulier. Cette visite s'est soldée par un engagement de cet État à travers son roi d'essayer d'apporter aussi sa touche pour éventuellement essayer de régler ce problème-là. Mais avant que nous on aille au Maroc, il était quand même important de souligner qu'on a été d'abord en Algérie. Il y a une délégation du MNLA qui était là-bas, conduite par son secrétaire général, ensuite par son vice-président, pour discuter avec les autorités algériennes. Et récemment aussi, on était juste avant-hier, on était à Nouakchott pour rencontrer le président Abdelaziz pour justement discuter aussi de la situation, puisque la Mauritanie aussi est un pays frontalier qui est très impliqué dans tout ce qui se passe actuellement chez nous. Ils ont aussi leur mot à dire. Et aujourd'hui, on doit rencontrer le président Issoufou du Niger. Donc le mouvement essaye de multiplier ce contact pour éventuellement mobiliser tous les pays de la sous-région afin qu'ils puissent participer au règlement de ce problème qui n'a que trop duré, dans les souffrances malheureusement les font que s'accentuer davantage. Mais ça dure déjà combien années? Ça dure pratiquement un peu. Bon, c'est un problème en réalité qui n'a jamais été totalement réglé, puisque qui se souvient de ce problème, c'est que ça fait quand même 53 ans qu'on est en conflit face au Mali. Et malheureusement, c'est un problème qui a toujours été mal posé, puisqu'on essaie toujours de ramener les gens dans un concert de réconciliation ou de décentralisation ou de problèmes de développement, alors que le problème que connaissent ces populations avec l'État malien est un problème politique, c'est-à-dire c'est des populations qui se voient très mal vivre au sein d'un État. Ils font face à un État, malheureusement, qui les a toujours massacrés pendant 53 ans, un État qui les a toujours laissés dans les poubelles de l'oubliette. Et aujourd'hui, ces populations sont en train, c'est-à-dire encore, et malgré le silence du reste du monde, à se battre pour justement faire valoir leurs droits. Et effectivement, tant que ce problème-là ne sera pas résolu, il est important aujourd'hui que les uns et les autres sachent que sans la stabilité de l'Azawad, c'est toute la région du Grand Sahara qui sera déstabilisée. Parce que sans une solution pour le problème de l'Azawad, ça veut dire que c'est l'insécurité qui va se propager. Et quand ça va se propager, ça va aller au-delà même des frontières du Mali. Donc d'où toute l'importance aujourd'hui d'essayer d'apporter le maximum de considération à cette question-là pour essayer de trouver des issues qui puissent répondre aux aspirations des populations de l'Azawad. La position de la France qui était aussi en jeu au nord du Mali. Bon, la France, comme vous le savez, c'est elle qui a fait l'intervention fervale pour éradiquer ce groupe djihadiste. Malheureusement, aujourd'hui, même si la France a contribué à asseoir un gouvernement légitime au Mali, il n'a pas pour autant réglé les problèmes de fond qui sont politiques et sécuritaires. Et malheureusement, ces problèmes restent entièrement posés. L'intervention fervale a passé il y a une année de cela. Aujourd'hui, on se pose la question, à quoi a-t-elle servi? Le Mali n'a pas totalement retrouvé sa souveraineté. Le Mali n'est pas un pays stable. Les populations maliennes ne sont pas réconciliées plutôt. Et aujourd'hui, le problème entre l'Azawad et le Mali reste entier. Et les négociations sur lesquelles tout le monde comptait pour justement trouver une issue, malheureusement, aujourd'hui, tardent à démarrer. Donc, la position française, aujourd'hui, par rapport au dossier malien, là, je pense, elle
elle partage la même position que le reste du monde. C'est-à-dire, elle voit une impasse qui est là et elle a du mal à apporter des solutions. Je pense que la France n'est pas la seule, c'est toute la communauté internationale qui a un regard tourné vers cette partie du monde-là et vers ce problème-là auquel on n'arrive pas à trouver une solution. Et malheureusement, c'est pas avec des armes ni avec des interventions qu'on va pouvoir résoudre cette question entre le Nord et le Sud, qui n'est pas un problème terroriste ni un problème de développement, mais c'est un problème politique entre l'Azawad et le Mali. Et tant que cette question ne sera pas résolue, je pense qu'on peut faire des interventions autant qu'on veut, ça ne va pas pour autant résoudre le problème. Monsieur Moussa, est-ce que vous considérez en tant que citoyen du Mali? La question, c'est pas être citoyen malien ou pas. La question, c'est qu'est-ce que le Mali fait pour que nous, on soit des Maliens? Absolument rien du tout. La réponse, elle est très claire. Donc aujourd'hui, nous, on essaie d'exister chez nous à travers notre histoire, à travers notre culture, à travers notre identité, à travers notre être, le droit de vivre chez soi. C'est ce qu'on est en train de demander aujourd'hui. Et pour nous, l'Azawad n'a jamais totalement été un Malien. D'où aujourd'hui la nécessité de revoir, de repenser même cet état-là et de faire en sorte que ces populations puissent quand même être maîtres politiques et militaires de leur territoire, même si aujourd'hui l'intégrité territoriale du Mali demeure être un préalable pour la communauté internationale afin que les négociations demeurent, chose que nous on a acceptée, mais malgré le fait qu'on a reconnu l'intégrité territoriale du Mali, aujourd'hui on continue à assister au rejet de nos populations, au massacre de nos populations, aux arrestations multiples, à l'oubli dans lequel on a toujours été. Donc au final on se pose la question à quoi ça sert d'être malien et pourquoi ne pas être azawadien. La question aujourd'hui, nous, on la pose et cette réponse-là, on doit tous la porter globalement. C'est-à-dire nous, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, la communauté internationale, les pays voisins et les Maliens eux-mêmes doivent se pencher sur cette question afin d'en tirer des réponses concluantes qui puissent répondre aux aspirations des uns et des autres. Aujourd'hui, on reconnaît l'intégrité territoriale du Mali, mais à condition que l'Azawad soit une entité politique qu'il tire l'économique, sociale à part entière. Et comment vous voyez les solutions de vos problèmes? Les solutions, elles sont purement politiques. Il va tout simplement falloir reconnaître que les populations, c'est-à-dire de l'Azawad, puissent quand même bénéficier d'un minimum de droits de pouvoir exister chez eux. Et la solution aujourd'hui, elle est politique. Et cette solution politique, on ne peut l'avoir qu'à travers des négociations. Il faut négocier pour arriver à une solution. C'est pas avec des armes, c'est pas avec des arrestations, c'est pas avec des massacres, c'est pas avec des intimidations qu'on va pouvoir résoudre ce problème-là, mais c'est à travers un dialogue politique sincère, réel, qu'on va pouvoir résoudre ce problème entre l'Azawad et le Mali. Et tant que cela n'est pas fait, l'insécurité, malheureusement, va continuer à grimper, à grandir, et c'est de l'intérêt des personnes aujourd'hui. Quand on prend un pays comme l'Algérie, un pays comme la Mauritanie, un pays comme le Niger, un pays comme le Burkina, tous ces pays font aujourd'hui frontière avec le Mali, avec l'Azawad, et ils ont leur mot à dire par rapport à la résolution de cette crise-là. Et ce sont ces acteurs-là aujourd'hui qui doivent être les premiers à être mobilisés pour la résolution de cette crise-là. Donc, d'où toute l'importance aujourd'hui pour nous d'aller dans ce capital-là, de rencontrer ces chefs d'État-là, de discuter avec eux, d'essayer en sorte que tous ces chefs d'État puissent se mobiliser pour qu'on puisse avancer. L'objectif, c'est que tous ces chefs d'État-là puissent être mobilisés pour justement s'engager dans le cadre de la résolution de cette crise-là, que ce soit Abdelaziz, que ce soit Issoufou, que ce soit le roi, que ce soit les Algériens, que ce soit le Burkina ou d'autres pays. Je pense que tous ces pays ont leur mot à dire dans le cadre de la résolution de cette crise-là. Et il est important aussi qu'ils s'engagent, parce que sans l'engagement entier et définitif de ces États, je pense qu'il serait difficilement aujourd'hui envisageable de trouver une solution à cette crise-là. Elle doit être commune, cette solution. Elle ne doit pas être seulement malienne, elle doit être sous-régionale, elle doit être régionale et ensuite elle doit être internationale. Donc renfermer le problème entre juste le Nord et le Sud, c'est le vider complètement de son sens. Donc aujourd'hui, de toute l'importance de mobiliser tous ces pays frontaliers pour qu'ils puissent s'y mettre, enfin qu'on puisse avancer dans le cadre des négociations et du dialogue politique. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous serez satisfait si Bamako vous donne le régime de l'autonomie culturelle et plus ou moins large? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le minimum qu'on puisse accorder à ces populations-là, c'est une autonomie culturelle, une autonomie économique, une autonomie culturelle, une autonomie politique, une autonomie sécuritaire, pour que ces gens, quand même, puissent avoir une certaine mainmise sur leur territoire. Je pense que c'est un début d'une solution, mais elle n'est pas définitive. C'était le reportage de notre correspondant Igor Yazon.